Et nous voici, comme promis, de retour dans cette baie de Yokohama, alors que nous venons tout juste de suivre la course féminine et ce fabuleux doublé américain. Eh bien, la rentrée de Vincent Luis, le double champion du monde en titre de la discipline. Mais pas seulement, il y aura 5 Français engagés dans cette course. Il est là, bien évidemment. Vincent Luis avec son dossard numéro 1. On retrouvera également Léo Bergère avec le dossard numéro 6. Dorian Coninx avec le 15. Pierre Lecor avec le 21. Sans oublier Louis Vitello avec le dossard 59. Et là quand même ce problème de riche, on va avoir évidemment l'occasion d'en parler avec le DTN du triathlon français Benjamin Mas qui m'accompagne tout au long de cette matinée. Cher Benjamin, ils sont 4 pour 3 places. Est-ce que cette course, je vous ai posé la question un petit peu plus tôt, mais est-ce que cette course, elle est décisive ou finalement elle n'est que la suite logique et la fin de cette période de qualification olympique propre au triathlon français? Alors Yokohama ne sera pas le juge de paix pour la sélection olympique, très clairement c'est pas la place au final de cette épreuve qui déterminera la composition de la sélection pour les Jeux olympiques. Et comme vous le précisez, il y a une période de compétition qui est observée, qui est analysée, qui doit me permettre en tant que sélectionneur de sélectionner celles et ceux les plus à même d'obtenir une médaille olympique, qui est l'objectif du ministère des Sports et de notre fédération, de pouvoir aller décrocher pour la première fois une médaille olympique. Voilà, on rappellera qu'on a déjà obtenu une médaille paralympique avec ce qu'a fait ce jeune homme, je précise, le médaillé de bronze de Rio, il est là, Henri Schumann. Voilà ce qu'a fait ce jeune homme, qui en plus, à l'instar des Anglaises qui avaient terminé 3e et 4e, les Sud-Africains, ils ont fait 3 et 4 avec Murray, voilà, ouais. Richard Murray. Richard Murray, à qui on souhaite un prompt rétablissement aussi, parce que vous me le précisiez tout à l'heure, j'en parlais parce qu'il est évidemment le compagnon de Rachel Klammer. On parlait de la néerlandaise tout à l'heure. Ils sont sur le continent sud-africain, en tout cas sur le continent africain à l'heure actuelle, et problème cardiaque donc annoncé pour Richard Murray. C'est ça, exactement. Ouais. Il va être un peu au repos, ce qui n'est pas le cas du tout de cet athlète-là, Alexis. C'est une référence mondiale déjà en triathlon, mais également en athlétisme. Il faut bien se représenter un peu ses valeurs chronométriques sur 10 000 mètres. C'est 27,51. Voilà, 27,51, 13,26 au 5000. Il a représenté d'ailleurs la Grande-Bretagne sur des championnats du monde, je crois, d'athlètes. Sur 10 000. Sur différentes compétitions de niveau international. Vous voyez le profil. Alors voilà, il n'y a pas beaucoup de dénivelé. On est sur un parcours très urbain. On est dans le port de Yokohama, dans la banlieue de Tokyo, à 30 km de Tokyo à peu près. 9 tours de 450 mètres de cyclisme. C'est exactement le même parcours que pour la course féminine. Et 10 km de course à pied, 2 boucles de 2,5 km pour pouvoir départager ces triathlètes. Ils sont 59 au départ, voilà, 59, 60 au départ. On a à peu près 25 nations qui sont représentées. Les conditions sont un petit peu plus chaudes que pour les athlètes féminines. On a toujours une température de l'eau à 21 degrés, un peu plus de 30 degrés retenus sur le parcours. On a de la chance que ce soit un temps relativement nuageux, relativement couvert. On n'a pas du tout la même humidité qu'à Tokyo en été, au mois de juillet, qu'on retrouvera pour les Jeux Olympiques, mais on a déjà des conditions qui vont laisser des traces, qui peuvent nous rappeler un petit peu la grande finale de Lausanne, qui avait fait un petit peu des explosions, notamment sur la fin de la partie course à pied. Vous voyez évidemment le résultat donc de cette course sèche de l'an dernier. Nous étions à Hambourg avec 2 belles médailles pour le clan tricolore, le titre pour Vincent Luis. La surprise, bien évidemment, Vasco Vilaça qui avait confirmé ensuite le jeune portugais, et puis la superbe médaille de bronze de Léo Bergère qui a d'ailleurs matché sur toutes les courses de cette saison raccourcie et sur les coupes du monde auxquelles il a participé, que ce soit à Valence, à Carlo Vievari, en tout cas face à Vincent. C'était vraiment de très belle course. Fernando Alarza pour l'Espagne qui porte le dossard numéro 2, donc pas de Javier Gomez,
pas de Mario Mola, donc ils ne font pas leur rentrée ici à Yokohama. Mais on imagine que ces garçons-là, on rappelle que les Espagnols ont construit quand même leurs 3 dossards. Hein. Ils ont 3 dossards pour l'échéance olympique. On risque bien de retrouver quand même Super Mario et le grand Javier Gomez hein, parmi les 3. Oui, très certainement. Hein, triple médaillé mondial, hein, Mario Mola, qui connaît un petit peu une période un peu plus difficile. Hein, lui qui s'entraîne dans le même groupe d'entraînement que Vincent Louis. Hein, un peu plus loin, on voit Martin Van Riel, Yedegins. On a vu tout à l'heure l'Australien Jacob Burswissel, qui est lui aussi dans ce groupe d'entraînement international. Qui est basé à Réron, voilà le nouveau lieu d'entraînement pour Vincent, l'athlète de l'Essonne, qui est sous les ordres du starter. On devrait voir là aussi encore une fois 2 pointes, une à gauche, une à droite, sûrement menée par cet athlète, le dossard 14, allez, Jonas Schomburg. Exactement, c'est parti au centre de la corne de brume. Ils sont lâchés les fauves avec cette échéance donc qu'ils ont tous dans un coin de la tête. Cette qualification pour les Jeux Olympiques de Tokyo. Ah, franchement là dans toutes les nations il faut aller chercher sa qualification qui n'est pas acquise. 3 dossards hein, on le rappelle pour l'équipe de France. Bon là aussi hein, mine de rien il faut quand même le sécuriser ce dossard avec Léo Bergère et Dorian Coninx hein, qui sont un petit peu, enfin qui sont dans les 30 certes mais plutôt à la fin des 30. Vincent et Léo sont plutôt eux aux avant-postes. Vincent évidemment le premier d'entre eux. Donc j'allais dire déjà sécuriser ces 3 dossards et ensuite le choix de la DTN pour Tokyo. Oui tout à fait. Alors on a beaucoup moins d'inquiétude avec Dorian Coninx et Léo Bergère parce que ce classement est fait sur les 12 meilleurs résultats d'une période d'environ 2 ans et en fait ils n'en ont pour le moment que 9 résultats qui sont enregistrés, donc chaque nouveau résultat ça sera 100% des points qui vont ils gagneront des points. Et on connaît le niveau de réalisation, le niveau de performance de ces sportifs. On peut tout à fait légitimement s'attendre à une place dans les 16 premiers sur cette compétition de Yokohama qui permettra de sécuriser ces 3 dossards, c'est certain. Là, on voit un peu le départ. Alors là, la pointe de gauche dans laquelle se trouvera Vincent Louis. On voit Jonas Schomburg là sur la droite qu'on voyait à l'image là juste avant qu'on parle de ces quotas olympiques. Un plongeon très énergique de Vincent qui avait envie de remettre un dossard, de revenir sur la course, sur un format olympique. Allez, on rappelle hein, cette saison 2020 avec cette victoire donc à Hambourg, ce titre de champion du monde et puis victorieux des quelques courses hein, qui se sont disputées sur le continent européen, les Coupes du Monde de Valence, de Karlovy Vary en République tchèque ou encore d'Azarčena en Sardaigne où nous serons donc dans 15 jours. Voilà, dans 15 jours. Et nous serons également à l'antenne au cœur de l'équipe Arena pour suivre les Coupes du Monde de triathlon le week-end prochain déjà à Lisbonne au Portugal avec une belle échéance hein, dès le vendredi. On aura l'occasion de vous en parler avec ce relais mixte et qualificatif pour les Jeux Olympiques auxquels, je le précise, la France ne participera pas avec son statut de multiple championne du monde en titre, d'ores et déjà qualifiée. Mais il y aura quand même tout simplement de beaux matchs. Alors que l'on revoit effectivement le profil de course donc avec ces 2 boucles de 750 mètres, on va repasser par le ponton. Et ces portions techniques, là, voilà, notamment à vélo, qui sont des moments où on peut faire la différence. C'est sûr que c'est plus à l'avantage, comme on l'a vu sur la course féminine ou les années passées, pour celles et ceux qui ont eu le plaisir de voir ces courses à Yokohama. Ces sections sinueuses et techniques sont à l'avantage des petits groupes. Donc à voir si certains des triathlètes, là on peut penser à une configuration avec Jonathan Brownlee qu'on peut deviner à l'image un petit peu plus loin. Là on a Alois Knabel. Ouais. On peut penser aussi à des gens qui sont projetés dès la sortie de la natation sur l'avant de la course, à une petite configuration qui permettrait aussi en plus aux triathlètes français, hein, on sait à quel point ils sont d'excellents nageurs, Vincent Louis, Dorian Coninx, Pierre Lecor, Léo Bergère souvent dans les pieds, la Jonas Schomburg, qui sont assez forts sur la partie vélo pour créer la différence, notamment avec des gens un tout petit peu moins bons nageurs comme Fernando Larza ou alors Lars
l'armada norvégienne dont on connaît les qualités cyclistes, qui sont capables eux de boucher de gros trous sur le début de la partie cycliste. Alors est-ce que c'est Richard Varga là, que l'on retrouve aux avant-postes, peut-être le Slovaque? Ça faisait un petit moment qu'on l'avait pas vu. Oui, tout à fait. Voilà, l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur nageur du plateau, donc ça c'est pas une surprise, mais on va dire que sur ces dernières années ça avait été un petit peu plus compliqué. On l'a perdu en route. Bon, toujours très solide évidemment sur les championnats du monde d'aquathlon, hein, sur là où la natation est prédominante. Oui, c'est sûr qu'il a connu des saisons un petit peu plus contrariées. Et puis là, il y a quand même une grande inconnue. Hein. C'est comment est-ce que ces triathlètes, comment ces sportifs ont vécu cette période de confinement. Voilà, lui, il était entouré de sa femme. Il a été l'heureux papa d'un petit garçon, d'une petite fille. Mais excuserez ma perte de mémoire. Mais c'est comment est-ce qu'on a pu gérer cette période de confinement. Voilà, en matière d'engagement par rapport à une échéance olympique qui a été repoussé, sur les possibilités d'accéder aux infrastructures sportives. Bon, on voit qu'en natation il n'a pas perdu de sa superbe, mais ça a toujours été le cas pour Richard Varga. On va voir s'il est capable de pouvoir tenir sur une distance olympique, sur les 40 km à vélo, alors que voilà, Vincent il est comme on a eu le plaisir de le retrouver sur cette saison 2020 où il avait gagné toutes les courses auxquelles il a participé au niveau ITU. Il y avait cette petite contrariété en fin d'année sur la course à laquelle il avait participé à Daytona. Oui, on a eu le plaisir de commenter tous les deux. Exactement, il y avait la pénalité, hein, effectivement, qu'il avait un peu sorti pour drafting, hein, puisque le drafting n'était pas autorisé, hein, sur ce moyenne distance. Qui avait été pénalisé, lui et Jonathan Brownlee, parce qu'ils avaient rattrapé un sportif qui avait été overlappé. Il avait pas souhaité profiter de cette aspiration, mais les commissaires en avaient jugé autrement. Et voilà donc Vincent qu'on retrouve dans sa position préférentielle devant, qui mène la partie natation. Il a stabilisé depuis 2018 un niveau excellent sur la partie natation. On retrouve le dossard 3, Martin Van Riel, son partenaire d'entraînement. Le dossard 35, Richard Varga. Connu aussi pour ses qualités en natation. Et puis attention aux Norvégiens, c'est vrai qu'on n'a pas forcément parlé des favoris dans cette course, parce que vous parliez de Daytona, donc ça me fait naturellement penser à Gustav Iden, hein, qui sur le moyenne distance est juste phénoménal, lui qui avait remporté le titre sur le 70.3 de Nice, hein, le Alpha Ironman, champion du monde de Alpha Ironman. Gustav Iden qui avait remporté donc ce challenge Daytona la saison dernière. Mais il est bien là, hein, Gustav Iden, avec son chef de file qui n'est autre que Christian Blumenfeld ou encore Casper Storn. Donc les trois de ce fabuleux triplé. On se souvient d'Hamilton aux Bermudes il y a de cela 3 ans maintenant. Ça a causé quelques problématiques d'ailleurs au niveau logistique, au niveau de l'organisation, parce qu'on n'a pas forcément 3 dossards, 3 drapeaux norvégiens. Ils avaient été chercher un 3e drapeau dans les tribunes. Elle est pas mal cette anecdote, oui, je la connaissais pas celle-ci. Ils avaient été chercher ça chez un supporter pour avoir ce 3e drapeau. Et du coup je pense que maintenant au niveau logistique on a dû prévoir des lots de 3 drapeaux britanniques, français, norvégiens ou autres. Et les Norvégiens d'ailleurs qui ont 3 spots, hein, voilà, je vais dans votre sens, hein, les Norvégiens qui ont 3 spots pour Tokyo, comme les Espagnols, comme les Français, les Américains ou les Britanniques. Et on sait que leurs ambitions sur le relais mix seront forcément limitées. Ils n'ont pas forcément la même densité chez les femmes que chez les hommes. Ils joueront clairement. Lotte Miller, mais après peut-être la deuxième féminine. C'est plus compliqué pour eux. Ils étaient projetés sur une possibilité de médaille à Hambourg après le deuxième relais, et leur deuxième relayeuse féminine est effectivement à moins un ton en dessous. Et là Vincent mène vraiment un sacré train. On voit que Martin Van Riel a du mal à rester dans ses pieds, donc ça c'est plutôt une bonne chose de voir que Vincent se sent bien dans l'eau. Alors lui c'est pareil, hein, l'échéance elle est vraiment sur les Jeux Olympiques. Il doit réaliser un critère de confirmation sur cette course. S'il est dans les 6 premiers de la course, il aura automatiquement son billet pour les Jeux. Mais voilà, c'est l'idée de prendre ses marques, prendre ses repères, remettre un dossard, revenir après un long cycle sans compétition.
ici sur cette baie de Yokohama qu'il connaît bien, puisque l'année dernière il s'était imposé c'est le tenant du titre. C'est le sa tenant du victoire titre sur la WTS de Yokohama. Vous avez tout à fait raison. On a vu les derniers vainqueurs de la dernière décennie. On avait vu la domination espagnole de Javier Gomez puis de Mario Mola. Les 2 victoires également de Joao Silva qui avait été vraiment très, très costaud. Là on attendra évidemment de Vasco Vilaça du côté portugais. Allez, Vincent Luis donc qui sort aux commandes. Le petit coup d'œil derrière pour voir l'écart qu'il a su créer sur Martin Van Driel et sur ses plus proches poursuivants. Richard Varga est là au contact. Jonas Schoenburg et Johnny Brownlee qui est au contact. On rappelle qu'Alister n'est pas là. On va avoir l'occasion bien sûr d'en parler des Britanniques. Et puis nos tricolores, Léo Bergère, Dorian Koninck qui sont dans le top 10. Et Pierre Lecor, oui, qui est passé également. On a vu Léo Bergère là qui sort juste avec Thomas Bishop et devant Alexis. Et Louis Vitello qui doit pas être bien loin normalement, gros nageur aussi, Louis, que l'on voit très souvent aux avant-postes pour Poissy, bien évidemment, l'un des garçons de Poissy comme Dorian. Non, Louis Vitello, Saint-Jean-de-Mont. Ah, bien vu, Saint-Jean-de-Mont. Bah, écoutez. Et Saint-Jean-de-Mont avec son camarade du coup Léo Bergère. C'est ça, oui, voilà. Son partenaire de club n'est pas Dorian Koninck, mais donc Léo Bergère. On s'y perd, c'est plutôt une bonne chose de se perdre avec tous ces jolis noms, ces potentiels. C'est effectivement depuis le dernier à être rentré sur la série WTS, c'était Léo Bergère qui est maintenant un habitué de cette série WTS. En 2019 il avait terminé 8e du classement général, en 2020 3e du coup de ce championnat du monde sur format sprint sur une course unique. Et donc voilà, Louis Vitello, c'est dans une logique de construction, de projection sur Paris 2024. C'est un garçon qui a eu des résultats relativement consistants en 2019, en 2020, que ce soit sur la scène nationale ou internationale. Et donc on a décidé avec l'encadrement de lui faire confiance et de lui permettre de pouvoir mettre le pied à l'étrier et de courir sur cette course à Yokohama. Donc il va pouvoir prendre une sacrée expérience là, entouré de ses camarades. Il a vécu une semaine particulière, bien encadrée par ses camarades de l'équipe de France, Vincent Luis, Pierre Lecor, Dorian Koninck, c'est Léo Bergère. Une semaine, on imagine, riche en émotions pour Louis Vitello. Des émotions, il va en être question tout au long de cette journée de samedi. Regardez le programme. Nous attaquons avec ces WTS ici à Yokohama. Et puis le choc de la Jeep Elite. Il s'agit de basket, bien évidemment. Asvel Monaco. Les filles également seront de sortie pour la finale de leur championnat sur les coups de 18h20 entre le Basketland et le LAT Montpellier. Et puis les 2 finales de Coupe de France, de handball. Brest-Nantes tout d'abord pour les féminines avec des Nantaises auréolées de leur Coupe d'Europe. Et puis le classique des classiques en ce qui concerne les garçons, puisque c'est un alléchant Montpellier-Paris Saint-Germain qui va clore donc cette belle journée ce samedi des émotions sur la chaîne L'équipe. Voilà, vous êtes bien installés parce que la journée risque d'être longue. Allez, en attendant, Vincent Luis doit aller chercher cette confirmation. On peut imaginer que Vincent ne soit pas au rendez-vous de Tokyo, bien évidemment, mais voilà, il y a une belle manière d'y aller avec un gros résultat dès aujourd'hui. Invaincu, on le rappelle, la saison passée, on le disait. Il devance Martin Van Driel et Richard Varga. Je parlais des Britanniques tout à l'heure, puisque Alister n'est pas présent. Johnny Brownlee est bien là, Alexier, Tom Bishop. Alors il y a peut-être des problèmes de riche, parce que il y a eu des médailles évidemment sur les derniers Jeux Olympiques pour les frangins Brownlee, doublé, médaille d'argent et médaille de bronze déjà à Londres. Sauf que les Britanniques, si je réfléchis bien, ils n'en ont que 2 des places. Là il y a un petit problème quand même, c'est-à-dire que 2 dossards, oui, pour le moment les Britanniques. Et Johnny normalement a l'un des 2, on est d'accord, hein. Jonathan a déjà son billet pour les Jeux. Donc c'est-à-dire qu'il y en a un pour 2 à Lister, où on laisse Alexier quand même la pépite du triathlon britannique. C'est sûr que c'est là aussi un sacré dilemme, donc un problème de riche dans une situation un peu pauvre en termes de dossards. Seulement 2 dossards pour cette nation phare du triathlon international. Alexis, qui on le rappelle, sur sa première WTS, il avait fini en 2e position. C'était à Abu Dhabi sur un format sprint, juste derrière Mario Mola. Là il a un parcours sur lequel il devrait pouvoir exprimer tout son potentiel. Effectivement, ça va être une décision finale très certainement entre Alexis
Alexis et Alistair Brownlee. D'un côté, le double champion olympique qui est vraisemblablement peut-être un petit peu blessé, en tout cas à la cheville, je crois, à l'heure actuelle, c'est ce qui est annoncé. Exactement, donc c'est pas forcément, ça met pas forcément Ben Bright, mon homme britannique, dans les meilleures conditions par rapport à cette annonce de sélection. Parce et que Alexis, lui, c'est 6 juin. C'est ça. Voilà, et Alexis, il a l'air d'être plutôt tout feu tout flamme. On vous rappelait tout à l'heure ses valeurs chronométriques à pied, c'est 27,51 sur 10 000 mètres, 13,26, 7,45 sur 3000. C'est quand même une référence, l'un des plus rapides sur le circuit. Et c'est lui qui pour l'instant offre le deuxième spot. C'est lui qui est dans les 30 meilleurs triathlètes du monde à l'heure actuelle. Donc, exactement. Et donc voilà, ça peut compter aussi. Quand même. Tout ça repose sur les épaules de Tom Bishop qui a su avoir des résultats des top 8 sur le circuit. Mais là, ces 2 dernières années, c'est beaucoup plus compliqué. Donc tout repose sur les épaules de Tom Bishop qui doit aller chercher un dossard qui ne lui profitera pas. Donc vous imaginez un petit peu la situation un petit peu délicate. En tout cas, voilà, chez les Britanniques, on risque très vraisemblablement de n'avoir que 2 dossards au jeu. Le choix entre l'expérience d'Alistair Brownlee et puis ses qualités incroyables, ses qualités athlétiques incroyables d'Alexis. On se souvient encore de cette arrivée au sprint sur le triathlon relais mixte de Tokyo en 2019 face à Dorian Coninx, et Dorian Coninx qui avait réussi à l'emporter face à cet extraterrestre qui est Alexis. On va voir, parce qu'il y a du coup ces 2 courses, la course individuelle sur le format olympique qui réussit plutôt bien à Alistair Brownlee, double champion du olympique en titre, et sur relais mix sur lequel on sait que la Grande-Bretagne, ça fait quelques années qu'ils n'ont pas aligné leur toute meilleure configuration, où vraisemblablement Jonathan et Alistair peuvent faire aussi très mal. On sait que Jonathan et Alexis, c'est aussi une très très belle équipe. Voilà, on verra face à quelle configuration d'équipe l'équipe de France aura à faire au départ de ce relais mix qui aura lieu le 31 juillet, 7h30, heure locale de Tokyo. Ça sera dans la nuit en France. En tout cas, je vous invite toutes et tous à préparer un peu le réveil. Ça devra faire, il sera minuit et demi à peu près en France. Parfait. Le 31 juillet, ce sera parfait. Personne n'est couché à minuit et demi le 31 juillet. Fêter ce dernier jour de juillet, on espère finir en apothéose pour le triathlon français. Et puis pour compléter votre propos, Alexis quand même a une belle carte à jouer, parce qu'ici il terminait 5e il y a 2 ans lorsque Vincent s'imposait. Alexis réalisait une performance remarquable sur un distance olympique, parce qu'il était arrivé tambour battant à Abu Dhabi sur la boîte. Il avait terminé 2e à Abu Dhabi, mais à Abu Dhabi on était sur un format sprint. Et puis je vous précise également que le week-end prochain, je vous parlais des Coupes du Monde de Lisbonne. On sera au cœur de l'équipe Arena, et on aura le plaisir d'être accompagné le dimanche sur les coups de 11h30, 11h25 pour être très, très précis, par Gladys Lemoussu, qui a donc remporté sa course chez les paras. Donc superbe performance d'ensemble également de l'équipe de France paralympique. On rappelle la 10e place, si vous n'étiez pas avec nous un petit peu plus tôt dans la matinée, de Cassandre Beaugrand dans la course féminine. Allez, Vincent Louis toujours aux avant-postes. On va avoir également l'écart également concernant les autres Français. On a vu que Dorian Coninx et Léo Bergère étaient au contact après les 750 premiers mètres, idéalement positionnés là dans le top 10, top 15. On va voir s'ils ont tenu le rythme imposé par le chef du file du triathlon mondial maintenant depuis 2 ans. Le double champion du monde en titre qui s'était imposé donc ici en 2019. 2e à Hambourg et champion du monde de relais mixte, 4e aux Bermudes, 5e de la grande finale de Lausanne, ou encore à Abu Dhabi. Oui, il avait une saison très très disputée la saison dernière, puisqu'on a eu quasiment des vainqueurs sur toutes les épreuves. Le seul à s'être imposé sur 2 épreuves, c'est Jacob Burswissel. Il est au départ de cette épreuve, et j'ai vraiment hâte de voir comment l'Australien s'en sort. On sait qu'il n'est pas à son avantage sur la partie natation. Les Australiens ont, semble-t-il, fait le choix de sacrifier Aaron Royle pour accompagner Jacob Burswissel pour les Jeux Olympiques. À voir ce que ça donne. Et là on voit et superbe
sortie de Pierre Lecor. Pierre Lecor, quatrième. Ouais, superbe quatrième. Avec Jonas Schomburg qui a tendance à appuyer fort sur les pédales, avec Jonathan Brownlee. Donc là, on a vraiment la configuration idéale, avec des triathlètes qui sont vraiment très complets, qui ont tendance à bien appuyer sur le début de la partie vélo. Ça vaut pour Alois Knabel aussi, hein, l'un des gros rouleurs. Pour Ben Kanout, bien évidemment, qui fait partie du top 20. On a vu Christian Blumenfeld également sortir dans le top 20. Dorian Coninx qu'on a vu juste derrière. Vincent Martin Vendré, ils se connaissent parfaitement. On a vu Aaron Royle aussi, c'est pareil, c'est le même groupe d'entraînement. Donc eux, ils devraient bien tomber dans les roues. Les Français aussi ont partagé quelques journées d'entraînement du côté de Montpellier et un peu plus tôt cette année. Je pense qu'on va avoir une jolie partie de manivelle. Allez, importante cette transition. Allez, passer un minimum de temps sur ce tapis bleu, ce que réalise idéalement Vincent, qui est le premier à enfourcher sa machine. Et Léo qui a pris un petit peu, hein, sur le deuxième tour. Il parvient tout juste à sa machine et va laisser la tête de course prendre quelques secondes d'avance. Ouais, alors qu'on entend les triathlètes féminines et les paratriathlètes encourager les triathlètes français là. Effectivement, Léo, on sait qu'il est très rapide dans les transitions et dans la mise en action, donc ça ne devrait pas poser de soucis. Ouh, Alexis, on va voir si il profite de l'avantage d'être avec ses camarades norvégiens, mais il va falloir vite revenir dessus. Ouais, parce qu'on sait que bon, la natation n'est pas encore son fort, ça c'est une certitude, mais enfin il ne faut pas se retrouver trop décroché pour essayer de revenir aux avant-postes, parce qu'en plus il y a un énorme rouleur là qui s'est mis aux avant-postes avec son casque distinctif sponsorisé par la boisson au taureau ailé. C'est Martin Van Riel. Et là, oui, ça embraye direct. Regardez comme c'est dur pour le japonais d'attraper ne serait-ce que la queue de ce groupe. Surtout quand dans ce groupe vous avez Martin Van Riel, 6e des Jeux Olympiques, vous avez Jonathan Brownlee, médaillé d'argent des derniers Jeux Olympiques, vrai, Aaron Royle qui a fait quelques podiums sur WTS, Dorian Coninx, vainqueur de la WTS des Bermudes, Vincent Louis, double champion du monde. Bon voilà, vous en avez de la qualité. Il y a du beau monde, ouais, c'est ça, il y a du beau monde, ça peut tout à fait travailler de concert et jouer le podium avec ce groupe, hein. Richard Varga, lui, va essayer de rester, on le sait, par rapport à ce rythme imposé. Et vous avez cité effectivement, Benjamin, les noms les plus ronflants, on va dire. Junpei Furuya et Ishitsuka pour le Japon sont là également. Junpei Furuya qu'on avait eu le plaisir également de voir sur la Super League du côté de Singapour. De mémoire, il avait été invité par les organisateurs. Il y a de très belles destinations encore, hein, cette année sur la Super League, avec Londres, Munich, hein, on sera vraiment en cœur de ville. Et puis une belle finale à Malibu quand même, hein. À Malibu, c'est pas mal ça. On attend les invitations de la part de l'organisateur. Ah, vous en attendez une vous aussi, Benjamin? J'aurai le plaisir éventuellement de vous rejoindre ici à Boulogne-Billancourt pour le commenter. Et vous voyez du coup Vincent qui arbore un nouveau cintre un nouveau prolongateur pour pouvoir être plus aérodynamique dans ces parties-là. Mais on voit que le groupe de chasse derrière va certainement faire la jonction là dans la partie technique. On reparlera un petit peu de la partie équipement tout à l'heure dans un moment qui s'y prêtera éventuellement un peu plus. Là c'est un peu dérangeant là, la partie la caméra, la moto, voilà, qui va se mettre sur le côté. C'est tant mieux pour éviter des abris aérodynamiques pour le groupe de chasse. Elle faisait abri effectivement pour ce deuxième et on l'a dit, hein. D'ailleurs je pense que là le pilote de la moto a vite été informé. Et là c'est Pierre Lecor qui est devant depuis qu'il s'entraîne maintenant avec Brett Sutton. Il a pris une autre dimension sur la partie cycliste. Ouais, on aura l'occasion d'ailleurs, hein, d'en parler j'allais dire du mercato des triathlètes, mais c'est vrai que du côté de nos tricolores il y a eu quelques changements aussi avec Léo Bergère qui est allé un petit peu plus au soleil. Allez, on va tourner une courte page de publicité et on se retrouve évidemment très rapidement dans ces rues de Yokohama pour faire un point sur la tête de course. Vincent Louis en tout cas parfaitement positionné, tout comme Pierre Lecor ou encore Dorian Coninx dans le groupe de tête. A tout de suite. Allez, nous voici de retour dans les rues de Yokohama avec un gros travail réalisé en tête de course. C'est dur, hein, de faire la jonction, hein, à l'heure actuelle pour les groupes de poursuivants après quasiment une demi-heure de course et 6 km, hein, de parcouru. On est au début de cette partie vélo et des garçons comme Richard Varga sont déjà en train de céder, l'un des meilleurs nageurs du plateau, mais loin
d'être le meilleur rouleur. Et ouais, dès qu'on appuie un peu les relais, là, Jonathan Brownlee avec Dorian Coninck, ça c'est une petite équipe qui peut faire mal. Oui, c'est sûr que Richard Varga derrière il fait l'élastique. Quand on parlait tout à l'heure des conditions d'entraînement pendant ce confinement, il n'a peut-être pas bénéficié des meilleures conditions. Bon, ça se regarde un petit peu entre Dorian et Jonathan. Voilà, ça va recoller. Mais ça c'est le genre de choses, de mouvements qu'il faut tenter. C'est sûr que si on a le soutien, l'appui de quelques camarades comme Vincent Louis, comme Henri Schumann, comme Jonas Schomburg, ça c'est des écarts qui peuvent faire mal parce que derrière on va attendre les écarts, mais derrière il y a le groupe avec Gustav Iden, avec Casper Stones et Christian Blumenfeld. Il vaut mieux effectivement avoir un peu d'avance sur ces triathlètes là, même si on sait que voilà, les triathlètes doivent être capables d'être complets, de gagner dans n'importe quelle configuration. Jonathan en profite. Alors là, quand vous êtes en première position et que vous vous arrêtez pour boire, ça traduit, voilà, avec en plus Christian Blumenfeld dans le groupe. C'est vrai qu'il y a le groupe s'est reformé. Ouais, il y a une tentative, voilà, il y a une tentative, une escarmouche, mais pour l'instant, qui n'a pas fait céder ce groupe, si ce n'est Richard Varga, qui va peut-être avoir l'occasion justement de revenir, si ça venait à temporiser un petit peu. Est-ce que c'est pas un petit clin d'œil des organisateurs de Yokohama de nous mettre un peu de balle musette, de l'accordéon? En tout cas, l'accordéon, c'est ce qu'il est en train de faire, Richard Varga. Il n'a pas pu profiter du moment où Jonathan buvait. Ouais, ça se regarde. Fait que se regarder. Et Pierre Lecor qui a jeté un petit coup d'œil à l'adresse de Christian Blumenfeld, qui attendait peut-être un relais un petit peu plus franc de la part du Norvégien, qui normalement ne fonctionne pas à l'économie. Christian Blumenfeld, on le sait. Oui, là c'est un rythme, on est dans un petit entre-deux. Alors il faudrait éviter que ça permette au troisième groupe, maintenant qui devient le deuxième groupe du coup, de revenir. Allez, un petit coup d'accélération là de la part de l'Italien, c'est Alessandro Fabian peut-être qui est aux avant-postes. Oui, parce que dans ce troisième groupe, il y a notamment Gustav Iden, Matthew McElroy, Kevin McDowell, Yellow-Gins, Alexis. Donc ça, c'est quand même des jolis coureurs à pied. Yellow-Gins qui est aussi dans ce groupe d'entraînement du coup de Vincent Louis, qui a gagné sa première WTS, qui depuis 2 saisons, il est beaucoup plus consistant. Et oui, forcément, quand on n'est pas impacté par des blessures, quand on peut avoir un hiver studieux, et on est de suite bien plus performant en course. Ouais, il avait gagné la WTS de Montréal, Yellow-Gins, Montréal, où l'on se retrouvera. Ce sera le 15 août, le week-end du 15 août, juste après les Jeux Olympiques. On aura vraiment une fin de saison monumentale à suivre, avec le 15 août Montréal, le 21 le week-end suivant, la grande finale d'Edmonton. Et puis tout le mois de septembre, on le disait, les Grands Prix de la Fédération Française de Triathlon. Mais également la Super League et puis les Coupes du Monde, puisque finalement tous les organisateurs qui ont leur position au mois de mai, au mois de juin, même dès le mois d'avril, souvent se sont repositionnés au mois de septembre, voire au mois d'octobre. On ira même aux Bermudes au mois de novembre. Bon, là, il faut dire que les conditions météo nous permettent d'aller très très loin dans la saison. Ouais, c'est un peu plus favorable. Et là, on voit que Gustav Iden, lui, il a envie. Il voit bien que son groupe roule un petit peu plus vite que ce premier groupe. Là, ça se regarde un peu. On a quelques endroits où on peut regarder, on peut s'apercevoir un peu du rythme qui est pris par le groupe de tête. Mais voilà, quand vous voyez Jonathan Brownlee prendre son bidon en première position, ou là l'un des frangins Salzberg ouvrir sa trifonction, avoir le temps d'ouvrir sa trifonction, c'est que le rythme n'est pas si impressionnant, imposant que ça. Ça permet à Vidacha de se reposer sur le fond du groupe. Casper Storms aussi, là qu'on observe avec sa trifonction bleue. À voir un peu où on n'a pas d'informations sur les Australiens. Je pense notamment à Jacob Burswissel. C'est vrai que pour l'instant, il ne joue pas devant les Australiens. On a vu un peu Aaron Royle, notamment sur la sortie de l'eau. Tout à fait, c'est vrai. Tout simplement parce que Jack Burtwissel, mon cher Benjamin, il a mis la flèche. Il est out. Eh oui. Il est sorti de la course. Alors peut-être qu'on le verra, peut-être que la réalisation nous montrera cette image, à l'image de Léonie Perriot chez les féminines, qui malheureusement également à la sortie de la natation
On a terminé de sa course. Mais il semble bien que Jack Birtwistle en est fini. Ah oui, là c'est quand même un gros coup dur pour le contingent australien. On rappelle qu'Ashley Gentle n'avait pas fait le déplacement chez les féminines. On avait Emma Jackson, je crois, et Nathalie Van Coverdon. La plus pissiaquaise des Australiennes, qui vient très tôt en général sur le continent européen, et qui était d'ailleurs de la Coupe d'Europe de Melilla, qui avait fait l'ouverture sur le continent européen. Exactement, elle a fait le choix de rester en Europe. Voilà, alors que là on voit du coup la situation GPS de ces deux groupes. Et là ce serait pas mal de faire monter cet écart avec ce groupe, parce qu'en dehors de Ishitsuka et de Holm, qui sont pas forcément les plus dangereux dans ce groupe de chasse, c'est surtout Alexis et Yedegins qui sont les sportifs les plus dangereux de ce groupe de chasse. Donc voilà, là sous l'impulsion de Martijn van Riel, qui a dans ses roues Léo Bergère, qui est bien dense. En fait, les triathlètes avec lesquels il a l'habitude de s'entraîner du côté de Boulouris, de Saint-Raphaël, et on salue le Crêpe, c'est le pôle sport Pôle France de Boulouris. Ouais. On le disait avant la pub, ouais, changement d'air, hein, lui qui était à Échirolles, proche de Grenoble, qui donc allait un petit peu plus au sud. Il a rejoint effectivement le pôle France de Boulouris, sous la houlette de Mickaël Ayassami. Il lui fait confiance pour lui confier sa préparation, notamment voilà, il se projette clairement sur les Jeux Olympiques. Voilà, ce superbe athlète Léo Bergère, 8e du classement général final 2019. Voilà le petit coup de coude pour faire signe à Pierre Lecor de prendre le relais, le triathlète de Montpellier Triathlon. Et on parlait d'ailleurs de la Coupe d'Europe de Melilla. C'est Léo Bergère, hein, qui s'est imposé, hein, sur cette épreuve d'ouverture. Oui, il est en bonne confiance, Léo. Il fait un travail de qualité sur le Krebs de Saint-Raphaël, le Krebs de Boulouris. Il utilise beaucoup la chaleur dans sa préparation, parce que l'idée pour lui c'est de se projeter sur les Jeux Olympiques. Il fait fi de la question de la sélection. Lui, ce qu'il veut, c'est être le plus performant le jour J. Et voilà, il sait qu'il n'a pas entre les mains sa sélection. Ce qu'il a entre les mains, c'est ce qu'il fait sur le terrain, c'est la capacité à performer. Et voilà, donc à lui de jouer sur cette course. Bon, donc là on a le triathlète américain, ouais, Kevin McDowell qui prend les choses en main dans ce groupe de chasse avec certains triathlètes japonais, notamment Kenji Nenner. Et là on voit Tom Bishop, là, le triathlète en britannique dont on parlait, qui laisse un petit écart. Donc ça c'est pas un bon signe. C'est pas un signe qui montre que vous êtes en pleine maîtrise, que vous êtes lucide. Et là encore une fois un petit élastique avec on retrouve le même Richard Varga. Ouais, là ça semble fini pour eux. Il ne reverra pas le groupe de tête, même si devant ça joue pas forcément comme d'habitude. Là si on voit Fouria devant avec l'italien, c'est pas forcément les plus puissants du circuit. J'ai bien peur qu'il se fasse rattraper par le groupe de chasse, parce que voilà, là on est ça tergiverse un petit peu trop. Étonnant de ne pas voir les meilleurs rouleurs là prendre la course à leur compte. Course d'attente en tout cas pour l'instant, ouais, qui laisse la part belle aux outsiders, même si Johnny Brownlee est toujours quand même, hein, aux avant-postes. Il faut toujours mieux se retrouver. Tiens, Aaron Royle, voilà, on parlait des Australiens, hein, même si Jack Birtwistle a mis la flèche, Aaron Royle est toujours présent. Et le choix de la fédération australienne, ça a été de sélectionner, de faire confiance à ces deux-là et de sacrifier Aaron Royle a priori pour Jacob Birtwistle. Alors que là on a le triathlète suisse qui prend la tête devant Zakaeus pour le Luxembourg. C'est Sylvain Friedlands. Là on voit Alarza, Alexis. Et ça, il serait de bon ton de laisser ces triathlètes le plus loin possible. Exactement. Pour le groupe de tête. Et Higgins, hein, qui aurait aussi du boulot à faire, car on sait que au niveau course à pied c'est quand même assez solide. Et donc Tom Bishop là qui se retrouve assez loin. On parle beaucoup, en tout cas on parle de Tom Bishop, parce que c'est quand même le Britannique le mieux placé pour aller
potentiellement donner un troisième dossard aux Britanniques. Il n'y a que lui clairement qui peut y aller. Alister est beaucoup trop loin en ranking olympique. Voilà, cette participation sur les courses de format un peu plus long, et puis les quelques blessures qu'il a eues, il a un petit peu réfléchi, tergiversé dans ses choix. Et puis l'ambition olympique s'est affirmée en lui. C'est un sacré compétiteur, Alister. Et donc là, quand il y a la possibilité éventuellement d'aller chercher un nouveau titre ou une nouvelle médaille en individuel, et puis cette perspective du relais mixte, puis également une ambition personnelle qu'il a d'être élu au comité international olympique en tant que représentant des athlètes. Souvenons-nous que du côté français, ça avait plutôt bien souri, puisque c'était Tony Estanguet, le dernier candidat en lice, qui avait à la fois décroché son titre olympique et puis du coup cette si je vous suis, reconnaissance. Il faut 3 titres olympiques alors. C'est ça. Voilà, c'est pas moins. C'est pas moins de 3 titres olympiques. Pas moins de 3 titres olympiques pour pouvoir être représentant. Voilà, encore un petit coup de coude du côté de Dorian pour signifier à l'athlète qui le suit de prendre la tête, de prendre son relais. Vous voyez que certains ont fait le choix d'installer un prolongateur, d'autres non. Alors je sais que Dorian, lui, il était dans l'attente de la livraison de son prolongateur. Bon bah là ça papote sur les bords de route, ça c'est pas bon signe, ça sent souvent la crevaison. Est-ce qu'il est pas crevé à l'avant? Il est crevé à l'avant, Jopé Forouya. Ah, c'est dommage, c'est vraiment dommage, parce que là il avait fait un gros travail sur cette première demi-heure de course, être capable de tenir le rythme imposé par les tout meilleurs mondiaux. Surtout que il est loin de la zone d'assistance, parce que là il a tout à fait la possibilité de changer sa roue. C'est lui qui doit changer sa roue tout seul, et malheureusement en fait il n'aura pas le temps de réparer pour pouvoir récupérer ce groupe de chasse. Bon, merci à la réalisation japonaise de nous permettre de suivre Forouya, mais je crois qu'on pourrait suivre la tête de course, surtout que là c'est un petit peu dangereux ce petit passage. C'est dangereux, parce que là il se retrouve au milieu de ce groupe là qui il fait dépasse sur le côté. Voilà qui est fait. Bon, c'est fini pour Jopé Forouya. Quel dommage. Le seul à avoir été capable de faire un super résultat en ayant crevé, il s'appelle Alister Brownlee. C'était sur un championnat d'Europe. Il était dans le groupe de tête, il avait percé à vélo, et quand il s'est retrouvé à devoir réparer, en fait tout le monde s'est arrêté de courir. Tant et si bien qu'il a réparé, il est passé du 3e groupe au 2e groupe, du 2e groupe au 1er groupe, et puis finalement il s'est imposé. C'était incroyable ce championnat d'Europe. Et il s'appelle Alister Brownlee. Il s'appelle Jopé Forouya. Exactement, c'est pas tout à fait les mêmes qualités athlétiques. Et pas le même poids sur le peloton peut-être aussi. Exactement, c'est surtout cette emprise psychologique qu'ont les Brownlee, qu'ils ont pu avoir à un certain moment, et sur lequel il peut éventuellement encore s'appuyer, Alister. Là, Forouya, il a une emprise aussi psychologique, mais c'est plutôt sur la réalisation japonaise. Quel dommage. Il n'y a pas forcément de poids sur la performance, et ça nous intéresserait bien de savoir ce qui se passe sur la tête de course, et surtout pouvoir mieux mesurer les écarts entre le premier groupe et le groupe de chasse. D'autant plus que l'on va attendre quasiment la mi-course en ce qui concerne le vélo, et que Johnny Brownlee n'est toujours pas avare d'efforts. Il continue d'essayer de mettre un petit peu de rythme. Allez, avec Christian Blumenfeld. Enfin, il en a mis des plus gros, des relais dans sa carrière, Christian Blumenfeld. On le voit pas bouche grande ouverte, comme ça peut être le cas, comme ce fut le cas ces dernières années. L'un des grands favoris, bien sûr. Vainqueur l'an dernier de la Coupe d'Europe de Barcelone. Deuxième de la Coupe du Monde d'Arzachena, où l'on se retrouvera d'ici 15 jours. Là, vous les voyez du coup dans ce bout de ligne droite, dans cette position aérodynamique, là, Aaron Roll, puis qui donne son relais à Jonas Schomburg. Ça permet à la fois de réduire sa résistance aérodynamique, donc vous offrez moins de résistance à l'avancement, donc vous pouvez pouvoir... Joao Silva. Ce n'est pas n'importe qui là qui est en train de mettre la flèche, c'est tout simplement un double vainqueur. Ici. Mais c'était il y a quelques années, malheureusement, c'est plus le même Joao Silva, lui qui s'était de mémoire à 21 ans en 2009. Il avait terminé 4e du classement général de la WTS, donc c'était un athlète très précoce, mais là ces années sont un petit peu plus compliquées pour lui. Donc voilà, donc vous voyez Jonas en position de recherche de vitesse, donc il limite sa résistance aérodynamique, ce qui lui permet de pouvoir aller plus vite. Et puis l'idée, c'est de pouvoir trouver la position dans laquelle on a à la fois le plus de confort et dans laquelle on est capable de développer le plus de puissance sur ses pédales. Et du coup, avec l'équipe de France, avec les triathlètes, l'encadrement, on a justement été optimiser tout ça, été travailler avec certains experts internationaux pour pouvoir produire des guidons vraiment
sur mesure. Voilà, donc Dorian, lui, il est en attente de la livraison du sien. Léo, lui, il a pu obtenir son prolongateur. Et vous voyez, ça donne un petit avantage technologique. Et puis surtout, en matière de confiance, de savoir que vous avez voilà, pu travailler, optimiser ce facteur clé de la performance en cyclisme qui est encore plus prégnant, bien sûr, sur le cyclisme professionnel et sur le contre-la-montre, mais qui a aussi sa part en triathlon. Allez, ce que je vous propose, c'est de tourner une nouvelle page de pub avant de se retrouver pour cette seconde moitié de parcours vélo, cette seconde moitié de course, tout simplement. Et on a vu Louis Vitello qui est dans ce groupe de chasse et qui est à moins de 30 secondes pendant que le pauvre Junpei Furuya, lui, continue avec ses mésaventures. A tout de suite. Allez, nous voici de retour une nouvelle fois ici à Yokohama. Et c'est une quarantaine d'éléments désormais qui sont dans ce peloton principal. Ça parle norvégien aux avant-postes. On a vu le petit échange entre Christian Blumenfeld. Il me semble que c'était Gustav Iden. Kasper Storm. Ah, c'était Kasper Storm. Voilà, vous me direz, j'avais une chance sur deux. C'est ça, exactement. Donc, il y en a 3 en tout. Là, si on revoit un peu, petite revue d'effectifs. Donc là, vous avez Dorian Coninx devant avec ses 4 camarades français. On a les 5 Français qui sont sur cette course, qui sont dans ce groupe de tête avec les 3 Norvégiens, Kasper Storm, Gustav Iden et Christian Blumenfeld. Le club des 3 qui était sur le podium effectivement des Bermudes. C'est ça. On a Henri Skuman qui est pas mal en forme. On l'a vu là depuis le début de la course. On a les 3 Britanniques, Alexis, Jonathan Brownie, donc Tom Bishop, dont la mission serait de rentrer dans les 30 meilleurs mondiaux, mais ça semble un petit peu difficile. Et puis également dans ce groupe, voilà, Pearson, McDowell, voilà, on voit Kasper Storms qui envoie les watts et qui fait signe à la caméra à la moto de prendre un peu d'avance, parce que là ça commence à être dangereux au-delà de l'avantage aérodynamique dont il bénéficie et tout le monde bénéficie. C'est surtout que ça peut être dangereux. Voilà, faut être un véritable pilote aguerri quand on conduit une moto devant une meute déchaînée de triathlètes. Ouais, c'est pas évident, c'est pas évident, parce que vous avez vu, dès qu'il a repris un petit peu de longueur, on va dire, le pilote de la moto, tout de suite, les plans ne sont pas les mêmes. Il est là d'ailleurs, le trio norvégien. Il y a Kasper Storm et il y a également Gustav Iden. Voilà, on a trois très beaux rouleurs. On se souvient du numéro qu'ils avaient réalisé effectivement du côté d'Hamilton sur cette WTS des Bermudes, ce triplé inédit. Vous nous racontiez cette anecdote, Benjamin. Les organisateurs n'avaient pas 3 drapeaux norvégiens, n'avaient pas prévu le triplé norvégien, et pour cause. Alors notamment ce corkscrew là, cette montée en tire-bouchon qu'ils font répéter à 8 ou 9 reprises. Ils avaient écœuré véritablement leurs adversaires, qui finalement les avaient laissés partir sans jamais les revoir. Exactement, et là c'est un petit peu l'inverse qui se passe, c'est que tout le monde se regarde, on n'est pas forcément d'attaque franche. Bon, après on a du coup des stratèges comme Léo Berger qui en profitent pour s'hydrater, pour rester plutôt sur l'avant de la course, parce qu'on peut toujours être surpris par une chute ou par un incident mécanique. On a vu tout à l'heure le japonais avec une crevaison à l'avant, donc si vous êtes emporté dans une chute comme ça, il vaut mieux éviter cela en étant sur l'avant. Encore une fois, c'est pas bon signe quand vous avez là le second Kasper Storms qui prend le temps de boire. Donc c'est bien pour lui, c'est tant mieux, mais ça traduit un petit peu le niveau, le rythme. D'ailleurs, il se fait un peu enguirlander. Ouais. C'est un petit peu bizarre d'ailleurs cet échange, parce que certes, bon, il y a le coup de coude et il lui demande de passer, et il peut aussi s'enlever. Il restait un petit peu devant Christian Blumenfeld, qui encore une fois, voilà, n'appuie pas sur les pédales comme il est capable de le faire. On va pas se mentir, parce que normalement quand Christian Blumenfeld prend un relais à 100 voire 110%, et ben derrière on serre les dents et on est presque à se mettre en danseuse pour tenir le rythme imposé par celui qu'on a surnommé affectueusement le buffle norvégien. Quand vous le verrez courir, vous comprendrez peut-être un petit peu plus pourquoi. Il a toute la cage thoracique ultra développée. Mais c'est vrai qu'il n'a pas forcément le morphotype du triathlète parfait, quoi. On a des aspects de finesse. Alors on n'est pas du tout Alexier, qui est lui vraiment un athlète d'athlétisme de la piste, qui est même un petit peu fluet, qui doit même gagner lui un petit peu en épaisseur
Là, c'est vraiment les exacts opposés entre Blummenfelt et Alexis. Exactement, oui, vous avez un peu des profils un peu différents. Vous pouvez, il y a quelques jours, Vincent Louis faisait une interview qui nous permettait de lire qu'il avait gagné dans cet hiver un petit peu plus de robustesse sur l'ensemble des paramètres un peu de la performance, notamment dans des parcours, dans des moments où il était un petit peu moins à son avantage, notamment par son gabarit un petit peu plus musculeux. Il fait plutôt partie des costauds, lui. Voilà, notamment par rapport à un Mario Mola ou Yellegins qu'on a vu et qu'on va certainement voir un petit peu à l'œuvre sur la partie pédestre. Bon, là, pendant ce temps, c'est sûrement Jonas Schomburg qui est un habitué des efforts solitaires. On va voir un peu si c'est lui. Fonction française, ouais, ou peut-être effectivement Jonas Schomburg. Maintenant la réalisation, ils ont peur. Ils s'approchent plus trop des triathlètes. Ils vont rester avec l'hélico, mais c'est vrai qu'il a disparu. Hein. Elle a disparu, la moto. Oui, non, mais il y avait eu un. Ouais, ça doit être. Ouais, c'est ça. Pierre Lecor. C'est Pierre Lecor qui est devant Christian Blummenfelt. C'est vrai que l'année dernière, les années passées, il avait un casque beaucoup plus coloré. Ouais, voilà, puis, on voit effectivement les changements d'attitude de Pierre sur la partie vélo où il prend les choses en main. Et ouais, la caméra, ça a d'ailleurs fait pas mal jaser, notamment Morgan Pearson sur les derniers championnats du monde de triathlon relais mix, puisque du coup, vous vous souvenez certainement, pour celles et ceux qui étaient derrière leur poste de télévision, la performance notamment de Dorian Coninck sur ce relais, alors que là, ça se relève. Voilà, Pierre a essayé de mettre une attaque, de serrer un petit peu, un peu la vis, d'appuyer. Là, vous voyez, quand ça se regroupe comme ça, quand ça redevient un groupe très massif, c'est le signe que ça roule moins fort. Oui, donc pour revenir sur ce petit problème avec la moto, Morgan Pearson avait estimé que Dorian Coninck avait bénéficié d'un avantage en draftant la moto, c'est-à-dire en profitant de l'aspiration de l'abri que génère la moto. Et voilà, ça avait valu une petite explication de texte. Il avait fait un petit message sur les réseaux sociaux là-dessus. Je pense que ça va donner envie aussi aux triathlètes français de régler ça, mais de la plus belle manière qu'il soit, c'est-à-dire sur le terrain, sur la route notamment de Tokyo. Et le dossard 27, c'est l'Israélien Sagiv. Sagiv, ouais, exactement. Ils sont là les Israéliens dans ce peloton. On a Vasco Villac, hein, me semble-t-il, également avec la trifaction du Portugal. On avait Joao Silva, donc mettre la flèche, l'ancien double vainqueur de cette étape de Yokohama. Et Vasco Villac, il est arrivé tambour battant, hein, la saison dernière, le dauphin de Vincent Louis, tout simplement à Hambourg sur cette course unique. Il avait fait un petit peu la surprise pour les généralistes, mais les spécialistes savent que c'était quelque chose auquel on pouvait s'attendre, puisqu'il avait été médaillé de bronze sur les championnats du monde junior à Rotterdam en 2017. Et voilà, quand on fait partie des médaillés mondiaux en junior, en U23, c'est souvent qu'on a quand même un certain nombre de qualités, hein. Si je vous cite des champions du monde U23 ou junior, ne serait-ce que chez les Français, hein. Si je prends Vincent Louis, Raphaël Montoya, Dorian Coninck, Pierre Lecor, Léo Bergère avait été médaillé de bronze en 2015 quand Vincent était lui aussi bronzé mais en élite. Ou chez les filles, voilà, on avait eu un superbe doublé en 2015. On passe un petit coucou à Audrey Merle qui est en Italie actuellement sur la Coupe du Monde de Cahors. Audrey Merle qui était juste devant Léonie Perriot, qu'on a vu tout à l'heure. Cassandre Beaugrand, médaillée d'argent à Gold Coast en 2018. Donc voilà, on sait que si on vise un niveau de performance en élite, il faut avoir dans les jeunes catégories d'âge 16-17 ans, être déjà parmi les meilleurs nationaux, avoir des références surtout et déjà un volume d'entraînement suffisamment avancé. Ouais, d'autant plus que Villacha il avait confirmé, hein, ensuite sur la Coupe du Monde de Carlo Vivari, il était à nouveau le dauphin de Vincent Louis. Cette Coupe du Monde, je vous le disais, en République tchèque, qui est déjà habituellement très très relevée, mais qui l'était encore plus de par la saison condensée que nous avons vécue en 2020. Et puis toujours présent aussi du côté d'Alandra lorsqu'il y a la Coupe d'Europe des clubs. Donc là, on retrouve le format du relais mixte, alors que la cloche sonne. Un tour seulement, moins de 5 km à parcourir pour ce peloton principal. Et donc avec son club du Benfica Lisbonne, où l'on retrouvait d'ailleurs à une époque, elle n'avait pas fait le déplacement l'année dernière, mais Katica Ferres, il y a 2 ans de cela. Eh bien, le Benfica n'avait seulement été que battu par Poissy
par les multiples champions d'Europe qui dominent donc sur la scène hexagonale, mais qui dominent également sur la scène européenne. Ouais, donc là, l'enjeu de ce dernier tour, ça va être d'aller sur l'avant du groupe, d'en profiter éventuellement pour s'hydrater, pour prendre une petite barre éventuellement énergétique, un petit gel pour ces derniers 10 km, cette dernière longue demi-heure de course, parce qu'il reste encore un tour à boucler, un peu moins de 5 km. Mais surtout aller sur l'avant, parce qu'à 40 dans l'aire de transition, c'est la bagarre. Exactement, ouais, c'est sûr, c'est une grosse bagarre, et il faudrait surtout éviter de se faire percuter ou gêner par un athlète qui doit s'arrêter avant soi sur son box. Donc vous savez, ils ont des dossards, voilà, chaque athlète a un dossard, a un emplacement qui lui est réservé. Les gros numéros sont tout au début de l'ère de transition, c'est eux qui vont avoir la plus grande portion à parcourir en course à pied. Et les petits numéros, les athlètes les mieux classés, voilà, Vincent Louis avec son dossard numéro 1, c'est lui qui va parcourir la plus longue distance pieds nus en poussant son vélo. Et voilà, et donc il va venir déposer son vélo tout d'abord avant d'ôter son casque, de le poser dans sa boîte, ou alors il choisira l'ordre d'abord de mettre ses chaussures. Et surtout d'ailleurs, bien positionner son matériel dans la boîte, sinon c'est direction la penalty box. C'est ça, exactement, 10 secondes de pénalité. Et pour celles et ceux qui se poseraient la question, les chaussures qui sont utilisées par la plupart de ces triathlètes sont ces fameuses chaussures avec lame carbone qui a un petit impact sur la performance, qui permet un meilleur rendu, un meilleur rendement. Voilà, maintenant c'est généralisé, c'est comme sur les compétitions d'athlétisme. Voilà, vous avez bien sûr des normes, une réglementation qui s'applique sur ces compétitions. Tout n'est pas possible, mais voilà, on a forcément cet effet qui est plus qu'un effet de mode, qui a un bel impact sur la performance de ces triathlètes. Vous avez vu les meilleurs temps de ces dernières années, avec quelques garçons qui sont passés sous la barre des 30 minutes sur le 10 km qui clôt cette épreuve de Yokohama. Et on est revenu aux avant-postes là, me semble-t-il, du côté de Vasco Villaccia. Ouais, moins de 30 minutes, c'est simple, c'est 20 km/h, voilà, c'est plus de 20 km/h sur 10 km après une partie vélo. Voilà, un peu technique, qui peut être usante, parce que voilà, il y a eu pas mal d'à-coups. On a parlé de cet accordéon, de cet élastique. Il y a pas mal d'à-coups qui a été fait. Et puis même si c'est nuageux, il fait quand même 30, 31, 32. On a relevé 34 degrés en pic, 37 en plein soleil sur le thermomètre. Donc voilà, il faut pouvoir évacuer la chaleur. Et donc les trop grosses variations d'effort, il va falloir aussi les digérer. Et c'est vraiment intéressant là, pour le coup, cette vue aérienne. Elle était peut-être un petit peu moins sur les tours précédents, mais là on voit à quel point tous les athlètes veulent vraiment se repositionner aux avant-postes. On voit d'ailleurs même un petit écart finalement aux avant-postes, me semble-t-il, entre deux Norvégiens, voilà, que l'on va retrouver devant Christian Blumenfeld. C'est donc Gustav Iden, on peut se tromper entre Casper Storm et Gustav Iden, qui est bien revenu. Vasco Villaccia bien installé en 3e position. Il s'est idéalement replacé, voilà, sur ce dernier tour. On a vu Aaron Royle, là c'est un petit peu plus difficile pour l'athlète mexicain et Damastot pour la Hongrie. J'ai pas vu Ben Sibicak d'ailleurs pour les Hongrois, avec son dossard 10. Est-ce qu'il est bien présent, parce que c'est quand même la chance numéro 1 pour les Hongrois depuis quelques années. Oui, c'est vrai. Alors il est pas loin. Il est à 2 minutes 52 derrière. Voilà, il est malheureusement en 42e position. Effectivement, oui. Ben Sebizac qui avait. C'est pas passé bien. C'était un petit peu le rookie de l'année sur notamment la saison 2019. Il avait fait une très jolie saison. Malheureusement, il avait été pris dans une terrible chute à Hambourg, qui avait aussi emporté Dorian Coninx sur cette course. Et l'année 2020 était un petit peu plus compliqué. Il faudra voir, on va pas juger sur cette unique course, évidemment, mais effectivement c'est clairement quelqu'un sur qui on peut compter. Il était aussi au départ de la Coupe d'Europe de Bielila, mais pareil, un petit peu transparent sur cette course. Donc ouais, c'était un des espoirs montants, clairement, Ben Sebizac, mais là c'est compliqué. Là
voyez cette étape préparatoire importante qui peut être un petit peu dangereuse. Il faut gérer l'équilibre sur son vélo, faut rester lucide pour choisir le meilleur moment, là où on perd le moins de temps possible et surtout au-delà du temps. C'est le moins de position possible pour rentrer dans le parc à vélo. Tout à l'heure, on comptait, il y avait à peu près 10 secondes entre la tête de course et l'arrière de ce pack de 40 triathlètes. Et là, du coup, voilà, on a effectivement les Norvégiens Gustav Iden et là Vasco Vilača qui vont entrer en première position. Pierre Lecor sur la gauche. Et les Français qui sont pas loin, effectivement, avec Pierre Lecor, avec Léo Bergère, Vincent Louis également, un plein cœur de l'écran là en troisième, quatrième ligne. Pierre Lecor gêné là par Vasco Vilača, d'ailleurs sur sa transition. Ça fait raille un peu, hein. C'est toute l'importance d'être aux avant-postes au moment de cette transition. C'est déjà reparti pour Léo Bergère, Jonas Schoenburg, Yelegins. Attention de ne pas laisser partir Yelegins. Le Belge, l'un des meilleurs athlètes avec Alexier. Il y a un petit écart hein, pour Vincent là. Il va falloir tout de suite revenir. Louis Vitello hein, qui est là. C'est bien, un petit peu plus loin. Ouais, effectivement, là on a les 5 Français en bonne position. Morgan Pearson qui sort dernier du groupe. Voilà, ça va être à suivre parce qu'on sait que c'est un des meilleurs athlètes aussi. Un très bon athlète. Mais là, c'est sûr qu'il est sorti très loin. C'est parti vite. Alors que là, par contre, ces 5 premiers, eux, ils sont pas sortis loin. Ça, c'est clair. Ah ouais. Avec Jonas Schoenburg, un grand gabarit, ça n'a strictement rien à voir avec Yelegins qui est complètement masqué, le Belge, par l'Allemand devant. Allez, Vincent Louis qui est déjà revenu à hauteur là en 5e position. Alexis qui essaye de prendre un ravitaillement. Il devance Christian Blumenfeld. Voilà, il y a du très beau monde hein, aux avant-postes. Voilà, Léo Bergère qui fait l'effort tout de suite hein, pour revenir dans les pieds de Christian Blumenfeld. C'est intelligent, c'est un bon wagon à prendre, une bonne locomotive. Il y a déjà un petit gap qui s'est fait là, voilà, un petit groupe de 2 avec Jonas Schoenburg et Yelegins qui est vraiment tout à son aise sur cette partie pédestre. Alexis avec Christian Blumenfeld et Léo qui est sur le point de coller. Jonas Schoenburg. Et on a Vincent qui est un petit peu derrière. Alors Jonas Schoenburg, c'est un coureur là aussi un peu fantasque, hein, mais qui de plus en plus tient sur toute la longueur de la course. On se souvient un petit peu de coups d'éclat qu'il a pu faire. Voilà, là Louis Vitello, il va être un peu plus en contrôle là parce que ça. C'est parti. Il faut pouvoir digérer tout ça. C'est parti tambour battant et c'est tout à fait normal, pour le jeune français. Ce serait très intéressant d'avoir effectivement des vitesses sur ce premier kilomètre. On a facilement des premiers kilomètres courus à plus de 21 km/h, des parfois 2,50, 2,45 sur ce premier kilomètre. Même si on a tendance à avoir maintenant des stratégies d'allure qui sont un petit peu plus lisses. On va voir ça surtout sur la suite de la course. Exactement, on a hâte de les retrouver. Ce sera après une dernière page de publicité et on retrouve ensuite l'emballage final. Jonas Schoenburg est parti, tambour battant. A tout de suite. Le vainqueur de la WTS de Montréal, Yelegins, le Belge aux commandes de cette WTS de Yokohama. Jonas Schoenburg, le grand Allemand qui tient hein, pour l'instant le rythme imposé. Et puis derrière, Christian Blumenfeld, Alexier. Voilà donc pour le quatuor de tête en ce début de 10 km. Hein, mais la course est encore très longue. Les Français sont juste derrière en embuscade. Et il va falloir, Benjamin, peut-être tenter quelque chose. Parce que là, Yelegins imprime un rythme complètement dingue. Ah oui, là, il imprime un sacré rythme, Yelegins. C'est lui qui prend les choses en main. On connaît ses valeurs, hein, clairement athlétiques. Il y en a un qui les connaît très bien, c'est Vincent Louis, puisqu'il s'entraîne avec. Voilà, on passe dessus, merci à la Réal, on est synchro. Voilà, Vincent Louis qui s'entraîne du coup avec lui, avec Martin Van Riel aussi, là, que vous voyez derrière, avec la trifonction bleue. Donc voilà, Vincent disait sur les interviews d'avant-course à quel point il était costaud en ce moment lui-même, Vincent, mais aussi son partenaire Yelegins. Et on a vu Morgan Pearson là qui a bien recollé. Alexier qui a failli chuter sur une bande blanche. Elles sont dangereuses. Elles sont dangereuses en vélo, mais elles sont peut-être dangereuses également. Et Yelegins, lui, il veut qu'on durcisse le rythme. Hein. Il a clairement pas envie de se faire rattraper derrière, donc il fait un petit signe de main à Jonas Schoenburg, mais je suis pas certain que ce soit le meilleur soutien. Oui. Jonas, c'est peut-être certainement plus chez Christian et Alexis qu'il faut chercher du soutien. Oui, mais sauf qu'il les voit pas. Ils les voient pas parce qu'ils sont cachés derrière Jonas Schoenburg, ces
de là. Ils les voient pas, et puis surtout ça leur va bien de pouvoir tamponner un petit peu, parce que tout à l'heure on parlait juste avant cette coupure pub du pacing, de la stratégie d'allure, et on sait qu'on a des vitesses assez folles sur les premiers tours. On va vite pouvoir vous renseigner sur après 2,5 km sur ces chronos, mais c'est fort vraisemblable que ce soit parti très fort, comme on le voit là. Il y a déjà quasiment 10 secondes d'avance sur le groupe de poursuivants, dans lequel il y a, excusez du peu, le double champion du monde en titre. Allez, ça y est, Jonas Schönborg est en train de céder, justement face aux trois athlètes bien plus rompus, on va dire, sur le 10 km, gros nageur rouleur, Jonas Schönborg. Mais derrière sur le 10 km, ça va être un peu plus compliqué. Voilà, donc on va prendre de suite les écarts. Donc c'est un premier tour en 6,59, wow. 6,58 pour Christian Blumenfeld. Voilà, moins de 7 minutes sur 2,5 km. On va voir un peu dans la suite. Donc voilà, ils ont 12 secondes d'avance. Oui, donc si vous extrapolez 7 minutes au 2 km 500, ça fait 28 minutes en tout. Bon, c'est pas si facile que ça, mais non, mais c'est dire le rythme sur lequel c'est parti. C'est surtout ça. Voilà. Après, il faut pouvoir encaisser, il faut pouvoir lisser cet effort, parce que voilà, il faut pouvoir tenir. On va pas refaire la fable du lait avec la tortue, mais voilà. Et pour le moment, celui qui a été le plus rapide, il s'appelle Morgan Pearson, celui qu'on avait vu en pénultième position à la sortie de c'est risqué ce que j'ai fait, à la sortie de l'ère de transition. Morgan Pearson qui est recollé là dans le groupe de Vincent Louis. Ouais, attention. Donc, ils sont tous les quatre. Ils vont pouvoir prendre un petit ravitaillement, pouvoir se rafraîchir, boire un petit peu d'eau. Ce sont des garçons en tout cas qui ont performé sur l'épreuve de Hambourg l'an dernier sur le championnat du monde. Jelle Gins était lui au pied du podium. Il n'a pas ramené de médaille avec cette surprise entre guillemets. Vasco Vilaça qui était venu se parer d'argent. Vous parliez de Morgan Pearson. Il était top 10 à Hambourg avec une superbe 8e place. Il avait d'ailleurs également remporté la médaille d'argent derrière les tricolores, vice-champion du monde. On se souvient justement de un petit peu de cette passe d'armes avec notamment il y avait le petit sur Dorian Coninx peut-être un petit peu ce petit clin d'œil sur la question du drafting qui est resté un moment anecdotique, reconnu par tous les autres triathlètes comme n'ayant pas particulièrement abusé de ce drafting. Mais ouais, là il y a quand même un très bel écart qui a été fait. Puis là, quand Jelle Gins il a le concours d'Alexis, ça va lui faire plaisir, parce que quand on a des valeurs chronométriques en 27,51 sur 10 km, Alexis, à voir comment est-ce qu'il a digéré les 1500 mètres de natation et les 40 km à vélo. Également aussi cette condition de chaleur, parce qu'il pourrait très clairement s'envoler sur la partie qu'il préfère le plus. Mais voilà, il reste, ça tourne, et puis finalement Jonas Schönborg qui s'accroche. Il lui était 5e d'ailleurs, Alexis à Hambourg la saison passée. Christian Blumenfeld lui avait craqué, le Norvégien avait pris que la 18e place, mais il avait remporté la Coupe d'Europe de Barcelone, très relevé. On sait d'ailleurs que les Norvégiens eux aussi ont leur camp de base en Espagne. Ils montent souvent en Sierra Nevada là, faire des globules, monter en altitude. Même si maintenant ils traînent un peu aussi du côté de Saint-Raphaël, du côté de Bouloris. Voilà, on a Dorian, on a Léo maintenant qui est à demeure. On sait que Dorian il descend ponctuellement aussi sur la Côte d'Azur. On a le pôle Espoir, le pôle France qui est là-bas. Et là, c'est un sacré rythme que met Jelle Gins. Il est déterminé pour aller chercher son podium. C'est lui qui imprime. C'est incroyable, la course de Jelle Gins. Puis alors, il regarde partout. C'est lui qui donne presque les indications aux autres. Un peu le patron là. Même quitte à être un petit peu trop au contact d'Alexis. Il est venu gêner le Britannique là. Allez, attention à pas trop en faire quand même. Voilà. C'est quand même un sacré groupe d'entraînement. Donc Jelle Gins, si on rajoute Jacob Burswissel, vainqueur des WTS de Hambourg et de Leeds, qui est out sur cette course. Aaron Royle qu'on a vu abandonner tout à l'heure. Que l'on a vu bâcher, vous l'avez peut-être entreaperçu juste avant la pub. Vous rajoutez à ça Mario Mola, Vincent Louis. Excusez du peu, derrière on a aussi un groupe féminin avec Katiza Ferres, Émilie Morier qui a rejoint ce groupe depuis peu. Voilà, il y a du palmarès, il y a un nombre conséquent de médailles internationales, voire de titres.
Et donc Yellow-Gins, il connaît parfaitement sa valeur. Lui qui effectivement avait décroché sa première victoire enfin à Montréal. C'est ça. Il y a 2 ans. Oui, il y a 2 ans, effectivement. Superbe saison hein, de la part de Yellow-Gins. Il était venu aussi sur une finale du Grand Prix du côté de la Baule. Illuminé ce Grand Prix avec Mario Mola et Vincent Louis. On avait eu une sacrée finale. C'est vrai, vous avez raison. À ce moment-là, il était venu faire un petit coucou. Il a vu de terminer avec la médaille d'argent ou de bronze en individuel. Et là on a toujours Morgan Pearson, c'est lui qui prend les choses en main avec cet énorme groupe là dans lequel on retrouve aussi le Suisse Adrien Briffaut, mais Vincent Louis, Léo Bergère. On a vu Dorian un petit peu décroché avec la casquette à l'envers là, ça commence à être compliqué, tout comme pour Jonas Schoenburg qui est en train de laisser partir le podium de cette épreuve de Yokohama, en tout cas provisoire certains, mais à la faveur de ce petit faux plat descendant là qu'on devine, c'est difficile de lire le dénivelé. Mais là ils ont augmenté le rythme là sous la pulsion de Yellow-Gins. Donc après il peut y avoir un petit coup de poker menteur aussi d'Alexis ou de Christian Blumenfeld. En tout cas il voit tous les trois que c'est le bon rythme, que c'est ça qui permet de faire la différence avec le groupe de poursuivants. Allez Alexis qui passe devant. Christian Blumenfeld lui reste derrière Yellow-Gins. Alors est-ce que c'est justement un coup de poker ou est-ce qu'il est obligé de faire refroidir le moteur? Un petit peu des deux, très certainement pour Christian Blumenfeld, car on le sait, hein, il dépasse à chaque fois les limites de l'effort, les limites de la souffrance. Avec ce morphotype si particulier. Voilà, on vous parlait un petit peu des morphotypes. On a vraiment le fluet à Alexier qui arrive tout juste de l'attelé. On a Yellow-Gins peut-être qui est entre les deux, qui est en train de se muscler là au fur et à mesure. Et puis Christian Blumenfeld, le musculeux, il a toujours été. Même si finalement, voilà, quand vous vous retrouvez à côté de lui, vous voyez quand même que c'est un petit gabarit, hein, Christian Blumenfeld. Et vous comprenez quand même le côté aérien du garçon. Ça reste dans la limite du raisonnable. Lui qui s'était enfin imposé à Lausanne lors de la grande finale en 2019. Lui qui a souvent été si souvent placé, mais jamais gagnant jusque-là. Notamment sur ce fameux triplé des Norvégiens hein, à Hamilton, aux Bermudes. On aurait pu penser que quand même, avec ses acolytes, ce serait lui qui aurait été devant. Mais non, il était sur la boîte, mais pas à la première place. Il était deuxième, je crois, de mémoire de ce fameux triplé d'Hamilton. Et là, Yellow-Gins, il en remet encore. Il n'arrête pas. Il fait un très gros train. Un très gros train. C'est Christian Blumenfeld qui est obligé de recoller. Alexis, il prend quelques mètres. Ah oui. Et quand vous voyez Alexis faire cette tête-là, c'est que le père Yellow-Gins, il met un train d'enfer. Il met un train d'enfer. On voit derrière au fond Kevin McDowell. On devine effectivement Casper Storms. Et puis il y a Morgan Pearson qui est en train de revenir sacrément sur Jonas Schoenburg. Alors il faut faire attention avec cette petite perspective. On va attendre de voir les chronos. Mais les Américains sont en train de faire une course à pied de folie. On a parlé des filles hein, qui ont trusté bien évidemment les premières places. Oui, il va se faire dévorer Jonas Schoenburg par Morgan Pearson. On va voir comment il va résister au groupe dans lequel on retrouve Pierre Lecor, Léo Bergère, Vincent Louis, mais également Gustav Iden, Martin Van Riel, Casper Storms. Là, on a vraiment la crème de la crème. Mais qu'est-ce qu'il est en train de nous faire là, Morgan Pearson? C'est complètement dingue. J'en oublie le médaillé de bronze des Jeux Olympiques, Henri Skuman, qui est également là. C'est vrai. Et il retrouve vraiment son tout meilleur niveau. Parce que lui, le Covid, malheureusement, il a mal supporté. Hein. Ça l'a vraiment mis à plat. Dorian Conax, lui, est un petit peu plus éloigné. Et derrière Dorian Conax, on a encore plus loin derrière, Dorian en 15e position, pardon. On retrouve Fernando Alarza et Jonathan Brownlee. C'est pareil, ils en ont quelques-unes hein, des breloques internationales. Mais pour l'instant, ils sont pas en train de jouer devant. Hein. Johnny Brownlee, Vasco Villacha, lui, est déjà à 1 minute. Donc il ne va pas venir peser comme il l'a fait sur les courses de la saison passée, semble-t-il. Et niveau écart, on a récupéré les chronos. Bon, ça se tient. On a 7 minutes 28 sur ce tour pour les deux hommes de devant. Là, Yellow-Gins et Christian Blumenfeld. Également pour Alexis. On a Morgan Pearson qui est une seconde plus vite. Morgan Pearson, mais il est en train de revenir là. Et surtout, du coup, il court 4 secondes plus vite que son groupe, Morgan Pearson. Donc, c'est pas étonnant de le voir décrocher là, décrocher son groupe. Jonas Schoenburg qui va se faire avaler par
le groupe de chasse. Alors Pearson, on l'avait vu un top 10 l'an dernier sur le championnat du monde de Hambourg. On l'avait déjà vu 6e sur la WTS d'Edmonton. Et j'allais dire, à part ce résultat sur Edmonton, les podiums pour Morgan Pearson, c'était plutôt sur les Coupes du Monde, hein, sur le deuxième échelon du triathlon mondial, à Huatulco, à Saint-Domingue, à Lima. Pour vous donner une idée, sur le test event, il y a 2 ans, hein, quasiment maintenant, oui, puisque c'était à l'été 2019, il était 25e. Oui, mais c'est un garçon qui a des valeurs chronométriques aussi très intéressantes, assez élevées, hein, qui a un bon bagage athlétique, pas à la hauteur d'Alexis, mais qui s'est aussi pas mal illustré sur les manches, les sections de triathlon relais mixte. Oui, c'est vrai. Donc il a un joli registre, un joli registre de vitesse, pardon. Et là on est à peu près à 20 km/h, hein, très clairement sur l'avant de la course. Higgins, il continue de muscler cette partie pédestre, mais Morgan Pearson avec sa foulée un peu atypique, il est là derrière, là il s'accroche, on le voit. Il se dit que le fait que Alexis décroche, c'est peut-être positif pour lui. Il peut peut-être revenir. Ce qu'il va falloir voir, c'est dans quel état vont finir tous ces triathlètes, notamment le dernier tour, hein. C'est souvent là où certains payent l'addition un petit peu plus tôt que les autres. Notamment si on a eu tendance à être un peu gourmand sur le pacing, sur la stratégie d'allure, et c'est là-dessus justement Morgan Pearson est-ce qu'il va être capable de résister, lui qui a pris le premier tour le plus rapide, quoi, hein. Est-ce qu'il va être capable de digérer cette variation importante d'allure? Oh là là, Higgins qui semble en remettre une couche, ouais. Concurrent colombien là qui prend un tour par la tête de course. Higgins qui en remet, Alexis qui semble quelque peu décroché, mais attention, hein, décroché peut-être provisoirement, il n'a pas dit son dernier mot. On connaît, hein, ses facultés pour terminer les courses. On se souvient justement sur un relais mixte sur le test event, hein, de Tokyo, de ce sprint face à Dorian Coninck sur le relais mixte que le Français avait remporté. Et puis Christian Blumenfeld qui ne fait pas forcément d'impression, mais qui est toujours accroché au basque du Belge. Ça nous promet une fin de course irrespirable. Vous restez bien avec nous. On tourne une dernière page de publicité et on revient ici pour l'emballage final. A tout de suite. Ah, nous y sommes, ils y sont, pardonnez-moi, à l'orée de ce dernier tour, de ce 4e et dernier tour de kilomètre 500 pour Higgins et Christian Blumenfeld, et le retour de ce diable d'américain Morgan Pearson qui est en train de réaliser, Benjamin, peut-être le 10 km de sa vie, être capable de revenir sur un garçon qui a représenté la Grande-Bretagne justement en grand championnat sur 10 000 mètres. Ah bah, c'est sûr que là c'est une sacrée performance qu'il nous fait Morgan Pearson. On va lui souhaiter que ça tienne jusqu'au bout, ça. Hein. Mais là il fait un très gros numéro. Wow. Il y a aussi l'enjeu de la sélection américaine, hein, très clairement pour les Jeux Olympiques. Alors elle est un petit peu différente que pour les filles, c'est-à-dire qu'il faut finir dans les 8 premiers, et donc là c'est sûr que là il est en train d'aller la chercher là. Et puis là il va chercher son meilleur résultat en individuel. Donc oui, là sur ce tour Pearson c'est 7,26. Oui, mais 10 secondes à I. En fait c'est surtout Alexis là, qui a souffert sur ce tour. Il a couru 10 secondes moins vite. Ouais, d'ailleurs il s'est fait décrocher des deux autres, hein, il s'est fait décrocher des deux autres. Il était au contact de Higgins et de Blumenfeld. Henri Skeman, lui, il a pris de l'avance sur ce groupe dans lequel on retrouve notre Français Vincent Louis, Léo Bergère, Pierre Lecor un tout petit peu décroché. Allez, faut faire l'effort là, Pierre, pour raccrocher les wagons et revenir dans ce groupe. On a vu un Henri Skeman, hein, attention, hein, de retour aux affaires, hein, derrière ces garçons de tête là, en 5e position. Superbe Henri Skeman. En tout cas on est ravis de voir le Sud-Africain revenir à son meilleur niveau, lui qui a été vraiment pollué. Voilà, il arrive là avec sa trifonction verte, pollué donc en ayant attrapé le Covid en tout début de saison 2020. Et puis on parle de Morgan Pearson, il y a McDowell aussi qui est pas malin, on est du côté des Américains. Décidément les Américains, encore une fois, réussissent la course quand il
faut. Et oui, Le jour où il faut. Exactement, mais c'est les trials américains, c'est la compétition sur laquelle il faut être performant si on veut aller aux Jeux Olympiques. Donc c'est pas tout à fait le même état d'esprit, par exemple pour les Français, c'est pas la course sèche d'un jour sur lequel est déterminée la saison. Voilà, alors là, Christian Blumenfeld, alors que Yellow-Gins il a quand même mené une très très grande partie du train. Là, c'est là où il est en train de produire son effort sur ses derniers tours de course. Il est en train de mener une sacrée attaque. Christian Blumenfeld, lui qui s'est quand même plutôt caché sur cette partie course à pied. Il a profité du rythme de Yellow-Gins, mais bon, Yellow-Gins il a pas dit non. Il est dans les basques de Christian Blumenfeld. Pour l'instant il s'accroche d'ailleurs. Pour l'instant il est en train de tenir Yellow-Gins, mais c'est vrai que Blumenfeld fait plus que prendre un relais. Il est en train effectivement de placer une attaque sur le Belge. Vainqueur, on le disait, de la grande finale de Lausanne à la fin de la saison 2019. Vainqueur l'an dernier de la Coupe d'Europe de Barcelone. Deuxième de la Coupe du Monde d'Arzachena, où l'on se retrouvera d'ici 15 jours. Et d'ailleurs, annonce a été faite par Vincent Luis qu'il y participerait. Voilà, il ne sera pas présent à Lisbonne, au Portugal, le week-end prochain. En revanche, il sera bien présent en Sardaigne pour y défendre son titre. Oui, il s'était imposé l'an dernier. C'est ce qu'il a annoncé effectivement à Romain Donneux dans les colonnes de l'équipe sur la suite de son programme. Voilà, donc on va pas déflorer le contenu de cet article. On attendra la fin de la course pour vous livrer des impressions de Vincent Louis sur cette course qui se courait il y a quelques heures du côté de Yokohama. Allez, mais il y a les guides en tout cas qui s'accrochent. Christian Blumenfeld qui va pas justement se détacher aussi facilement. Ouais, il l'aurait mauvaise, Yellow-Gins qui a fait évidemment la plupart du boulot, mais là ces deux-là sont en train de s'envoler. Regardez l'écart qu'ils sont en train de faire sur le reste de la concurrence. Et ça y est, voilà, il est rentré dans son moment ultime, Christian Blumenfeld, voilà. C'est-à-dire qu'il dépasse le stade de la douleur, il en remet à chaque fois une couche. Et en général, le problème pour l'adversaire direct, c'est qu'au bout d'un moment, les coups de butoir se succèdent et que c'est en train de craquer pour Yellow-Gins. Et une fois de plus, Blumenfeld est en train de s'imposer. Il est en train de lâcher, là, il met un sacré rythme, une sacrée accélération. Christian Blumenfeld, il est coutumier du fait, et là, il lâche vraiment rien. Il a le goût du sang dans la bouche. Ah bah là, c'est sûr. Il sait que Yellow-Gins, qui a mené quand même les trois quarts de la course, là, il est en train de faire un sacré écart. Voilà, il a déjà 2 secondes d'avance. Ouais, et puis en plus, là, la perspective, ça écrase un petit peu. L'écart est bien plus important. Et puis on voit bien sur le visage ils sont tous les deux dans la souffrance, mais il subit beaucoup plus. Il est en train de le laisser partir. Regardez les coups d'œil derrière. Christian Blumenfeld, lui, ne regarde absolument pas ce qu'il se passe derrière lui. Au contraire de Yellow-Gins qui doit être en train de se dire je vais sécuriser peut-être ma place sur le podium. En tout cas, je l'espère. Oui, tout à fait. Là, il y a là sur le demi-tour, ça permet à Christian Blumenfeld de voir les écarts. Il sait que c'est bon, c'est réglé pour le podium. Ouais. Morgan Pearson, lui, il va pouvoir faire un petit point d'écart sur Alexis et sur Henri Skuman qui a l'air de revenir là bon train. Et peut-être le premier podium pour Morgan Pearson. Peut-être le premier podium en WTS. On va voir si Alexis a été prudent, s'il en a gardé un petit peu sous la semelle. Alors que là, dans la descente, lui, il déroule. Oui. Non, mais il est en train de. Il bombarde. C'est là-dessus. C'est là-dessus qu'il est en train de faire les écarts sur Yellow-Gins. Énorme Christian Blumenfeld qui sera candidat de toute façon à la médaille, voire au titre olympique sur ce qu'il nous montre maintenant. Alors attention, depuis de nombreuses saisons, en 2017 il était déjà 3e mondial, il gagnait pas à l'époque, mais il était quasiment à chaque sortie sur le podium. Et surtout la capacité des Norvégiens, c'est celle d'être présent, de répondre présent le jour J, de préparer des coups. Ça a été le cas sur Tokyo, puisque sauf erreur de ma part, on doit avoir Gustav Iden qui doit terminer 4e du test event. On doit aussi retrouver Casper Storms, et je crois qu'il avait été embêté, Christian Blumenfeld, il avait dû chuter. Il s'était loupé. Tout à fait. Il s'était loupé par contre 2 semaines plus tard à Lausanne. Il s'était pas loupé, il avait gagné. Deuxième du test event. Deuxième Casper Storm, 4e alors Gustav Iden. Voilà, donc vous voyez un petit peu le tir groupé qui est capable de réaliser la Norvège, de préparer des compétitions. On sait que la chaleur, ils ont énormément travaillé sur le facteur chaleur qui sera un facteur clairement discriminant à Tokyo. On voit bien qu'aujourd'hui de ce point de vue-là, ils vivent pas en Norvège, ils vivent plutôt en Espagne. Exactement, voilà, ils utilisent aussi des chambres climatiques, et là il ne lâche rien, Christian Blumenfeld, il va jusqu'au bout. Personne ne reverra. Alors là,
Il a vraiment envie de marquer cette course de son empreinte, de réaliser vraiment une très très grosse performance. On va voir ça sur son chrono final, mais là ouais, Yellow-Gins il a complètement décroché. Il va contrôler pour s'offrir cette deuxième place. Exceptionnel, exceptionnel. Christian Blumenfeld qui va remporter donc une deuxième WTS après la grande finale de Lausanne et qui fait encore une fois figure d'épouvantail. En tout cas, il fera figure d'outsider, voire de favori sur l'échéance olympique. Ça, c'est une certitude. Parce que là, il a joué vraiment aussi avec la tête. Hein. Il a subi pendant la première moitié, on va dire, de ce 10 km. Et il a été capable de mettre la seconde couche, voire la troisième, qui lui permet d'aller s'imposer aujourd'hui. Hein. Ouais, et on voit derrière l'encadrement norvégien qui est tout heureux de la victoire de Christian Blumenfeld. Ouais, chapeau, sociétaire du Valence Triathlon. Et qui s'impose de la plus belle des manières. Ouais, chapeau Christian Blumenfeld, vainqueur aujourd'hui à Yokohama et qui succède donc à Vincent Louis au palmarès de cette WTS nippone. Ah, évidemment le cri rageur avant de franchir la ligne d'arrivée. Il a fait un sacré dernier tour puisqu'il court en 7,33. On voit le temps qu'il a pris sur la fin pour profiter de sa victoire. C'est clairement un dernier tour de folie qu'il a fait. Yellow-Gins qui va savourer cette deuxième place, même s'il a... Ouais, il y a un petit rictus, hein, ouais. Il va savourer peut-être plus tard. Ouais, peut-être un petit peu plus tard. Je crois qu'il était déjà en train de dire quelques mots à Christian Blumenfeld, peut-être sur sa stratégie de course. Hein. Ouais, je peux le comprendre. Lui par contre, loin d'être dégoûté, s'offre son billet pour les Jeux. Henri Schumann qui doit être bien content de voir que ça revient fort. Et Vincent Louis, superbe. Vincent qui va venir prendre la 6e place. Lui aussi valide son ticket pour les Jeux Olympiques. Et oui, Léo Bergère 8e. Ça c'est une superbe Gustav Iden 9, Jonas Schomburg 10, Kevin McDowell 11e. Donc vous me confirmez, là c'est quand même l'info, top 6 pour Vincent. Donc confirmation, il avait le statut de sélectionnable. Le voici sélectionné. Alors Vincent reste sélectionnable, mais par contre il va effectivement être proposé à la sélection, alors que là on a Pierre Lecor qui termine en 13e position juste devant Fernando Larza. Ouais, Vincent pour garder le bénéfice de son critère devait montrer son état de forme sur la saison de 2021, comme il est de coutume de faire dans toutes les fédérations nationales ou étrangères. Et donc c'était un test, ce que les Anglais appellent le test de stiffness, en terminant 6e de cette course. Il valide le fait d'être en position de sélectionnable. Après c'est juste pour jouer sur les mots, puisque la sélection elle est prononcée par le comité national olympique et sportif. Vous la proposez, vous? Moi en tant que sélectionneur je propose cette sélection qui sera entérinée une fois le classement, le ranking olympique terminé, et du coup Vincent aura, c'est à ce moment là que son billet est édité, mais là c'est bon, il est tranquille, Vincent il peut se préparer directement pour les Jeux de Tokyo. Allez, 4e tricolore à franchir la ligne d'arrivée, Dorian Coninx qui en termine en 17e position, et vous avez vu toute l'émotion. Tiens, Vilacha, le vice-champion du monde en titre, qui termine dans le top 20, 19e, et vous avez vu toute l'émotion qui étreint désormais Morgan Pearson, hein, on peut le comprendre. Il était en larmes, félicité par Andy McDowell, son coéquipier, son compatriote. Eh ouais, un podium, un 3e. Ah, c'est Johnny Brownlee là qui attend. C'est Johnny Brownlee. Qui attend-il? Eh ben, je pense qu'il attend Tom Bishop. Voilà, il papote avec l'encadrement sur le côté. Bon, ça va pas servir à grand chose pour Tom Bishop, parce que c'est gagner une chipée de points, quoi. C'est une trentaine de points. C'est un petit peu dommage pour l'esprit sportif. Mais bon, on peut comprendre la stratégie, parce que en fait, Jonathan, ce qu'il sait, c'est que s'il y a un 3e dossard, c'est forcément pour son grand frère, pour Alistair Brownlee. Ah, on le sait, hein, les frangins sont inséparables. On se souvient de cette arrivée de Cozumel aussi, hein, où ils sont carrément arrivés l'un avec l'autre. Suite à la défaillance justement de Johnny, là c'était Alistair qui était venu le prendre par le callback, pardonnez-moi l'expression, pour qu'il franchisse la ligne d'arrivée. Superbe victoire en tout cas de Christian Blumenfeld aux dépens de Yellow-Gins. Très beau podium de Morgan Pearson, et donc la 6e place de Vincent Louis, qui, allez, on va dire, composte donc dans un premier temps son billet avant qu'il ne soit définitivement composté par le CNOSF. Alors, exactement, voilà, 2 Français dans les finalistes, dans les 8 premiers, 2 Norvégiens dans les 10 premiers. On a effectivement une très jolie densité. Ouais, on a hâte d'être un petit peu plus tard dans la saison pour retrouver un petit peu d'autres camarades. On parlait d'Aiden Wild, le néo-zélandais qui est resté sur son île. Donc à suivre, mais en tout cas effectivement la bonne nouvelle française, c'est Vincent Louis
qui composte son billet pour les Jeux Olympiques. On aura la confirmation lors de la conférence de presse ce mercredi à 10h30. Magnifique, messieurs. Ce samedi émotion, vous avez parfaitement lancé avec cette première émotion du jour. Le billet composté pour Vincent Luis pour les Jeux Olympiques. Et ça, c'est une émotion rare pour les athlètes. Et on est heureux d'avoir vécu ça avec vous. Il fallait le faire et Vincent Luis l'a réussi. Merci infiniment, messieurs, pour avoir bien lancé ce samedi émotion. Nous, on continue avec nos